Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir mes petits potes. Bonsoir Elisabeth. L'actualité française, c'est la décision du Premier ministre de tout miser sur la fée électricité, autrement dit d'accélérer l'électrification des voitures, des logements et des entreprises. Une stratégie énergétique de décarbonation qui répond bien évidemment à la hausse délirante du prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient. Un plan global sera donc présenté par le gouvernement la semaine prochaine. Tournons vite la page de ces énergies fossiles, on peut le faire et c'est pour ça que j'ai demandé d'accélérer le plan d'électrification. Il n'est pas normal qu'en 2026, on ait encore autant de dépendance. Choc pétrolier, menaces géopolitiques, réduction vitale des émissions de CO2, l'heure de l'alternative aux énergies fossiles a-t-elle sonné? On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit, évidemment pour vos chroniques dans la dernière partie de l'émission. Oui, un terrible incendie, Elisabeth, qui a ravagé une partie du casino d'Évian-les-Bains. Alors, la belle coupole, belle époque a été préservée. Bravo aux pompiers. Roulette, blackjack, Elisabeth, une histoire de casino. Vous n'y croupiez pas. C'est ça. Mais elle est de vous, la blague. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'une folle rumeur. Rihanna, star mondiale de la pop, voudrait acheter une maison dans les Vosges. Riri du 88. Ça sonne bien, reste à savoir si c'est vrai. On va vérifier. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez contre les Vosges? Ah ben j'adore. Eh bien, à tout à l'heure. Et pour commencer, place à un des spécialistes mondiaux des champignons, le botaniste Marc-André Sellos, scientifique qui caressait émerveillé des coulmelles au bois de Vincennes à l'âge de 8 ans. Il s'alarme aujourd'hui de l'effondrement de la biodiversité et de notre indifférence. Et il nous interpelle de façon très astucieuse dans un petit essai. Si ce n'est pas par amour, alors protégeons le vivant non humain par utilitarisme, et oui, au nom de notre survie à nous les hommes. On le retrouve tout de suite. Marc-André Sellos, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Alain Diaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Nous vous recevons, vous avez fait paraître il y a quelques jours, de la biodiversité comme un humanisme stimulant, remarquable essai aux éditions du Seuil. On va y revenir, mais j'ai, puisque vous êtes un mycologue mondial, un malheureux champignon de Paris et un poireau, c'est comme ça qu'on appelle le mérite agricole. D'une certaine façon, c'est de... J'en ai, effectivement. Vous avez le mérite agricole depuis Je l'ai pas mis 2017. Vous ne l'avez pas mis. Et le champignon, ça a été l'épiphanie pour vous. C'est pas ça que vous avez vu quand vous aviez 8 ans au bois de Vincennes. C'était des champignons qui vous ont fait rêver et qui ont déclenché votre vocation, c'est ça? Exactement. Cool. Mais il y a plus de biodiversité que vous ne pensez, là. C'est bourré de microbes. Je pense qu'il y a, au bas mot, un bon millier d'espèces sur cette table, Eh ben si je voilà. compte les bactéries. Qui l'eût cru? On va y revenir avec vous dans un instant après votre profil réalisé par Gaël Legras. Marc-André Sellos, dans votre livre, vous avancez que la biodiversité est un outil au service de notre qualité de vie et à l'avenir de notre survie. Alors pourquoi l'espèce humaine dépend-elle de la préservation de la biodiversité? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né à Paris en 1968, vous développez très tôt une passion pour les champignons. En 98, grâce à votre thèse, à l'intitulé Limpide, étude de population de champignons basidiomycètes ectomycorhiziens du genre Laccaria, introduits ou spontanés sous Douglas, vous devenez docteur en sciences naturelles. 4 ans plus tard, vous entamez un travail de vulgarisation en acceptant l'invitation de C'est au programme, l'émission matinale de France 2. La girole est un champignon effectivement extrêmement précoce dans la saison. Il y a aussi les champignons de printemps. Hein. Oui. Par exemple le tricolome de la Saint-Georges, qui est un beau champignon blanc, très finement parfumé. Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris dès 2013, vous publiez également de nombreux ouvrages, dont un consacré aux microbes en 2017. Si on stérilise trop nos aliments, si on stérilise en mettant des pesticides dans les cultures, bien sûr on va tuer les agents pathogènes, les microbes qui créent la maladie, mais on tue aussi ceux qui ordinairement sont là pour nous protéger. En 2022, vous vous intéressez de près au sol dans un livre au titre malicieux. Dans 1 gramme de sol, il y a plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. C'est là que ça se passe. C'est là qu'est la diversité biologique et que se trouvent 25% des espèces connues. Aujourd'hui, vous vous penchez donc sur la biodiversité visible et invisible, vous décrivez son processus d'évolution et vous constatez la rapidité stupéfiante du taux d'extinction des espèces. En conclusion, vous citez le mycologue Roger Haim qui, en 1967, écrivait « Il n'y aura plus de place pour le grouillement des hommes quand la nature ne chantera plus ».
Marc-André Sellos, à propos de biodiversité invisible, dans votre corps et dans le nôtre, il y aurait quoi 38 000 milliards de bactéries, levures et autres... Oui, dans le corps et à la surface du corps, c'est les fameux microbiotes qui nous aident pour notre santé, qui sont une biodiversité énorme, 5 à 10 000 espèces par personne, mais surtout plein de fonctions et d'aide à nos fonctions. En fait, c'est les artisans de notre santé. C'est un des endroits où on a besoin de la biodiversité et où son érosion peut nous abîmer le plus. On a reçu la semaine dernière Tatiana Giraud, qui est biologiste de l'évolution et qui évoquait un vortex d'extinction à propos de cette 6e extinction, de l'effondrement de la biodiversité, effondrement des oiseaux, de la biomasse aviaire. En Europe, on évoque d'ici 2040, si rien n'est freiné, si rien n'est fait, 40% des arbres d'Europe auront disparu. Vous vous alarmez ? Oui, alors je m'alarme effectivement parce que ça va à une vitesse croissante. Pour l'instant, on est à 5 à 10% des espèces qui ont disparu. Mais la diversité génétique, elle, est beaucoup plus entamée. C'est au moins 10%. Il n'y a aucune espèce où elle n'est régressée. Et c'est le début de l'extinction, ça. Parce que c'est la perte d'adaptabilité des espèces. Et moi, je m'alarme non pas pour la biodiversité, parce qu'elle a du ressort. Elle a survécu à plein d'extinctions. Mais pour ceux qui l'utilisent, figurez-vous que parmi eux, il y a nous. Et que si on est humaniste, on ne peut pas éviter de faire un tour par la biodiversité. Mais alors, ce qui est passionnant et fascinant, parce que vous êtes très astucieux, c'est que vous évoquez l'utilitarisme. Vous disiez des gens qui se fichent pas mal de la biodiversité parce qu'il y a d'autres intérêts dans leurs existences ou parce que la fin du mois l'emporte sur la fin du monde. Et vous dites, justement, il faut prouver à ces gens et à tout le monde que le coût de la fin de la biodiversité est supérieur à celui de l'entretien de la biodiversité. Et peut-être que comme ça, on pourra les convaincre d'œuvrer. On est sur un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que chaque euro placé dans la protection de la biodiversité peut éviter d'en payer 10. Vous voyez, par exemple, il y a des endroits aux États-Unis où il n'y a plus de chauves-souris. Oui. Eh bien, il faut utiliser plus d'insecticides parce que les chauves-souris ne mangent plus les insectes. On augmente la consommation d'insecticides de 31% dans ces comtés-là. Et dans ces comtés-là, on a une mortalité infantile qui augmente de 8%. Parce que cancer juvénile, parce que malformation à la naissance. Et vous voyez que c'est un humanisme que de prendre en compte la biodiversité pour les cultures, en l'occurrence le fonction insecticide de ces espèces de chauves-souris, et pour l'humain, qui, après tout, est tellement placé au cœur de la biodiversité qu'il peut prendre des balles perdues des façons dont nous tuons d'autres aspects de la biodiversité. Mais vous dites que la biodiversité cicatrisera toujours, c'est à peu près ce que vous venez de dire. Mais pourquoi pas nous, alors? C'est ça qu'on a du mal à saisir. En fait, la biodiversité, elle est perpétuellement générée par le vivant. Si vous avez des enfants, ou si vous avez eu des parents, vous savez que les lois de l'hérédité font que les descendants sont un peu différents de leurs parents, parce qu'ils ne reçoivent pas tous les gènes de chacun des deux parents. Il y a aussi des mutations. Il y a aussi chez les microbes des transferts de gènes. Donc il y a en permanence des nouveautés qui apparaissent et qui se font. Et puis la sélection naturelle en retire. Et nous d'ailleurs, on change les règles de la sélection naturelle en changeant le climat, en ajoutant des pesticides, en ajoutant des polluants. Et du coup, il y a une érosion de la biodiversité. Mais tant qu'il en restera un, l'histoire continuera. Et la biodiversité est passée à travers de très nombreuses extinctions. Au Permien, on perd 95% des espèces qui vivent sur les continents. C'est reparti. Quand on a perdu les dinosaures, on a fait les humains. Ah oui, mais alors, quand il y a une extinction, il y a les perdants. Et moi, j'aimerais être sûr qu'on va pas être parmi les perdants. En qualité de vie, ou même en vivabilité, en exploitabilité du monde. En habitabilité de notre planète. Alors vous connaissez très bien l'agriculture, d'ailleurs vous avez eu, donc je le rappelais, le mérite agricole, vous connaissez très bien les problématiques liées aux pesticides, aux engrais, on va en parler avec vous et avec Anna. À cause des engrais, notre alimentation, c'est une étude qu'il a révélée la semaine dernière, est bourrée de cadmium, y compris les aliments bio. Oui, c'est l'une des conclusions du rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a été publié la semaine dernière. Le cadmium, métal lourd, toxique, classé cancérogène, est présent presque partout dans notre alimentation, dans les pâtes, les pommes de terre, le pain, à des niveaux élevés, et cela à cause d'engrais phosphatés qui sont utilisés en agriculture. Et les auteurs du rapport précisent: l'agriculture biologique est potentiellement tout aussi impactée que l'agriculture conventionnelle, ce qui a immédiatement fait monter au créneau les agriculteurs bio qui, eux, dénoncent des erreurs factuelles dans ce rapport, car ces 10 dernières années, plusieurs autres études ont montré que certains produits bio contenaient moins de cadmium que ceux utilisés dans l'agriculture classique. Alors vous avez écrit une tribune justement pour dénoncer la loi du plomb. Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi s'attaquer à ces engrais phosphatés ? Oui, le cadmium n'est pas la source de tous les maux, mais c'est la source du plus 3% de cancer du pancréas par an, de nombreuses insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques, et puis aussi d'ailleurs, c'est quand même la source de
30% de l'ostéoporose en France des femmes de plus de 50 ans. Donc il faut agir là-dessus, même si ce n'est pas la source de tous les maux. Et j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est qu'effectivement, le bio, des fois, il hérite de sols contaminés par le cadmium des engrais phosphatés du conventionnel, mais des fois non. Et puis, comme il utilise des engrais organiques, en fait, en moyenne, c'est, selon les études, 30 à 50% de cadmium en moins, même si des fois, on tire le mauvais champ ou le mauvais produit. Il y a de la variabilité, mais c'est quand même mieux. Deuxièmement, la décadmiation, c'est 30 à 100 euros la tonne. Ça veut dire que ça augmente le prix du blé de 0,1%. Je vois pas où est le problème. On peut décadmier. Aujourd'hui, c'est pas cher. Et puis notre urine. Notre urine et nos excréments sont des sources de phosphate et de cadmium. Pardon, de phosphate et d'azote décadmiés, puisque ça reste dans notre organisme. Ouais. Il serait temps de penser à recycler ça. Comment ? Eh bien, le recyclage de l'urine, et je crois que bientôt vous allez accueillir quelqu'un qui parle de ça, Fabien Escuyer, c'est une perspective aujourd'hui possible. Le tri des urines, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui est une façon de diluer les engrais minéraux dont on a besoin dans des engrais qui, eux, ne sont pas contaminés. Vous avez un propos très politique quand même dans cet essai. Vous dites, et sans en couverture de ce libelle, durant la campagne présidentielle de 2022, les candidats ont parlé de biodiversité pendant 1% du temps seulement, sans soulever l'indignation. Donc c'est nous qui sommes responsables, autant qu'eux. Notre problème, le lien à la nature que nous ne prenons pas et qui du coup nous abîme alors qu'il recèle de solutions, c'est une responsabilité collective. Ça irrigue toute la société, du consommateur à l'électeur, en passant par le journaliste et le politique. Nous sommes tous déficients. Donc je ne veux pas stigmatiser tel ou tel compartiment, parce que dans tous les compartiments, il y a des facteurs de pourrissement de ce lien et des facteurs de solution. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas réalisé à quel point nos sociétés sont engrenées dans la nature, au point que... On est enchâssés dans la nature. Intriqué, encastré, contriqué, trouvez tous les mots que vous voulez. La nature, c'est nous. Et c'est ça qu'il faut retourner, parce que pour l'instant, ça peut nous abîmer. Je parlais de ces enfants, de ces 8% d'enfants qui meurent en plus quand il n'y a pas de chauve-souris. Mais c'est un outil. C'est un outil aussi. Et vous parliez d'engrais et de pesticides tout à l'heure. Eh bien, on peut très bien, avec de la biodiversité, des haies, de la diversité génétique dans les champs plutôt que des variétés clonales, on peut très bien lutter contre les maladies sans lutter contre la biodiversité. Marc-André Sellos, il y a une étude faite au Pays de Galles sur un échantillon gigantesque, 2,5 millions de gens, une étude qui a montré que quand les gens s'éloignaient de plus de 350 mètres d'un espace vert, il y avait 5% de plus de chances de développer une maladie mentale. Plutôt 5% c'est incroyable. de risque, parce que c'est pas une chance. Et ça veut dire une chose, c'est que même en termes d'ambiance de vie, d'odeur, de vision, de toucher, nous avons été sélectionnés par des dizaines, si ce n'est des milliers de générations qui ont vécu dans la nature. Vouloir s'en affranchir et penser qu'on peut vivre dans un milieu complètement artificialisé comme ce plateau, on survit, oui, mais c'est un peu moins bien, et c'est ça qu'on commence à toucher du doigt. La diversité qui s'éclipse commence à entamer notre qualité de vie, à entamer nos capacités de production. Regardez le plafonnement de la production végétale en France depuis les années 2000. Les sols commencent à s'essouffler et le progrès des variétés et des intrants ne compense pas. On commence à rentrer dans le moment où on sent le prix à payer quand s'efface la biodiversité. Et vous évoquez un poids moral de la préservation. Je renvoie à votre essai. Pour les générations futures, évidemment. Humaine et non humaine. Merci Marc-André Sellos d'être venu sur le plateau de 28 minutes. C'est au seuil de la biodiversité comme un humanisme. Vous ne repartirez pas avec ce poireau, on va le garder pour avoir un peu de verdure, même si ce n'est pas de la verdure. Et de bactéries. Et de bienheureuses bactéries nécessaires. On passe à notre débat sur l'accélération de l'électrification. Que prépare le gouvernement français? Voitures électriques, pompes à chaleur, électrification des entreprises. Comment ça va se traduire concrètement et économiquement, cette volonté de sortir de notre dépendance au pétrole? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Dans cette PME charentaise, Luc Binault jongle avec la calculatrice et les factures de gasoil. Le prix du litre a flambé depuis le début de la guerre en Iran. 2,20 vendredi, 2,34 hier, 2,27 aujourd'hui. Le surcoût, c'est à peu près 27 000 euros TTC. Pour ma petite boutique de 14 camions. À 400 km de là, en Ille-et-Vilaine, cette infirmière libérale sur la route tous les jours tente de limiter les frais avec un véhicule moins gourmand en essence. J'ai choisi l'hybride web pour essayer de gagner un peu en conso, un peu tricher, on va dire.
Et si c'était ça la solution, réduire notre dépendance aux hydrocarbures? Le gouvernement était réuni hier pour identifier les actions prioritaires pour électrifier l'économie à la demande de Sébastien Lecornu. Tournons vite la page de ces énergies fossiles, on peut le faire et c'est pour ça que j'ai demandé d'accélérer le plan d'électrification. Il n'est pas normal qu'en 2026, on ait encore autant de dépendance. Le Premier ministre suggère d'utiliser les surplus des recettes fiscales générées par la hausse des prix des carburants pour décarboner l'économie, avec des mesures concrètes, à commencer par le remplacement du chauffage au fioul et au gaz dans nos habitations. Ça veut dire aussi bien du chauffage électrique tel qu'on l'imagine classique, mais aussi remplacer sa chaudière à énergie fossile par ce qu'on appelle des pompes à chaleur air-eau qui en fait vont chauffer de l'eau pour vos radiateurs historiques. Les bailleurs sociaux sont également invités à accélérer cette mutation dans les logements, mais aussi en installant des bornes de recharge pour inciter à utiliser des véhicules électriques. Le gouvernement prépare de son côté des offres de location pour les professionnels appelés à beaucoup rouler. Alors la flambée des prix représente-t-elle finalement une opportunité de repenser notre modèle énergétique? La stratégie de l'électrification peut-elle mettre les Français à l'abri des chocs pétroliers? La France a-t-elle les moyens de ses ambitions? Nos trois invités, Neil Makarov, bonsoir, vous êtes directeur de Stratégique Perspective, c'est un think tank européen, vous êtes spécialiste dans la décarbonation de l'économie, vous avez publié récemment Décarboner ou décliner, et vous considérez que nous sommes moins dépendants du pétrole aujourd'hui que dans les années 70, car une grosse partie de notre électricité ne dépend pas des énergies fossiles. En revanche, ajoutez-vous, notre dépendance existe parce qu'une grosse partie de l'économie dépend du pétrole. À côté de vous, Anne de Bréjas, bonsoir, ingénieur de recherche sur le fonctionnement du système électrique. Vous êtes porte-parole de la Fédération Sud Énergie. Selon vous, les crises récentes, comme la guerre en Ukraine, n'ont pas permis le grand virage pour sortir du pétrole. C'est pourtant indispensable pour des raisons évidemment climatiques. Et à côté de vous, Anne de Guigné, bonsoir. Vous êtes grand reporter pour le quotidien Le Figaro, service économie. Selon vous, il est parfaitement utopique d'imaginer qu'on pourra sortir du pétrole à l'horizon 2030, mais cela va se faire pas à pas. Et les dernières annonces du gouvernement sur l'électrification relèvent plutôt de l'exercice de communication. C'est votre jugement. On va y revenir, mais on évoque d'abord le sondage du jour. Oui, 92% des Français, donc une très large majorité, s'inquiètent de la hausse du prix de l'énergie. Il faut dire que pendant la semaine du 23 mars, le prix du diesel a atteint en moyenne 2,19 € le litre, un pic inédit depuis 1985, date de la mise en place du suivi du prix des carburants. Ce record dépasse les sommets enregistrés en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Neil Makarov, on n'a jamais été aussi dépendant du pétrole, des énergies fossiles, et on continue à l'être, notamment dans les nouvelles constructions, dans les nouveaux bâtiments. On a déjà été plus dépendant du pétrole et des énergies fossiles dans les années 60, 50, 60. Et suite au choc pétrolier des années 70, on a quand même fortement réduit notre dépendance au pétrole, notamment dans la production d'électricité. Il faut imaginer que dans les années 60, on produisait de l'électricité à partir de centrales au fioul. Donc on a quand même fait d'énormes progrès depuis. Mais c'est vrai que plus de la moitié de notre énergie que nous consommons vient du pétrole, du gaz, et donc est importée. Ce qui a d'ailleurs un coût assez net pour l'économie française. En 2025, on estime que les importations représentaient 60 milliards d'euros de gaz et de pétrole pour l'économie française. On imagine que cet argent pourrait être mieux dépensé s'il n'était pas dépensé pour des pays comme l'Arabie Saoudite, les États-Unis, ou même encore un peu d'énergie fossile venant de Russie. Anne de Bréjas, il faut dire que en fait, l'or noir, le pétrole, irrigue notre quotidien, l'essence dans la voiture, enfin tout aujourd'hui, le plastique, on ne se rend pas compte, mais il est présent tout le temps. Oui, enfin, quotidiennement. Encore une fois, on a 60% de notre consommation énergétique qui est carbonée, et là-dessus, qui est fossile, et il y a une grande partie de pétrole, effectivement, on l'a dit, dans l'industrie, dans le chauffage, évidemment dans les véhicules. Donc difficile de s'en passer, si on entend bien le changement d'usage, par exemple, moins rouler, faire du télétravail, prendre les transports en commun ne suffirait pas. C'est massif. Ah si, on saurait le faire. On saurait le faire. Il y a d'ailleurs des scénarios. Je pense notamment au futur énergétique de RTE à horizon 2050 qui propose des sorties et d'autres, des sorties complètement du pétrole. Vous nous rappelez ce qu'est RTE, l'acronyme ? RTE, c'est le gestionnaire de réseau qui exploite de transport électrique, donc exploite les lignes haute tension et qui est aussi en charge de la prévision à long terme de l'équilibre du système électrique. Et donc, en fait, on a la stratégie nationale bas carbone. Enfin, tous les objectifs disent qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire
pour résumer, se passer des énergies fossiles. Et je dirais même pétrole et gaz. Pétrole et gaz. Alors on n'a presque plus de charbon en France, dans d'autres pays c'est aussi le charbon. Ouais. Et donc comment on fait ça ? Ça veut dire qu'on remplace massivement par de l'électricité décarbonée, puis un petit peu de biomasse, mais qui est en difficulté. Donc voilà, on n'a pas le choix en fait. Hein. Si on veut préserver une planète habitable, on n'a pas le choix que de sortir. On sait le faire, par contre c'est très compliqué, il faut s'inscrire sur le long terme. Oui. Anne Le Guignet, dans l'opinion publique, est-ce qu'on peut, on parlait d'un sondage, 99% des Français qui s'inquiètent de la hausse des prix de l'énergie, mais ce qui prévaut chez eux, c'est économique. C'est pas forcément des intérêts en termes de sobriété et d'écologie, non, aujourd'hui ? Oui, c'est le fameux dilemme, il y a beaucoup été écrit dessus. Fin du mois, fin du monde. Et chacun, évidemment, arbitre plutôt, surtout dans les périodes de tension, pour la fin du mois. Tout le monde... Il faut partir du présupposé que les gens ne sont pas irresponsables. Tout le monde rêve que ses arrière-petits-enfants vivent dans un monde qui soit habitable, avec de la biodiversité. Comme on le disait avec Marc-André Sellos, précisément, avant. Mais à court terme, les gens doivent aller bosser, veulent faire leur plein, s'inquiètent de pouvoir faire leurs courses. Et c'est vrai que ce fameux dilemme, il y a eu une tentative d'essayer de le réconcilier. Vous savez, c'était par le prix de la tonne de CO2. De dire, si on augmente, d'augmenter le prix, grosso modo, de la pollution, pour, du coup, que les gens arbitrent de manière responsable leur consommation. On a bien vu ce que ça a donné avec les gilets jaunes. Oui. Donc ça reste, d'un point de vue économique en tout cas, c'est la meilleure manière pour permettre à chacun d'arbitrer, en aidant évidemment les plus défavorisés. Mais les gouvernements, ça fait des années qu'on a ce problème des prix déjà Rocard planché dessus. Et ce qui est très compliqué, Michel Rocard, Premier ministre. C'est que Bercy a essayé 50 fois de le faire, de trouver le bon dispositif où vous ciblez les personnes modestes qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler et grosso modo pas les Parisiens qui prennent leur SUV pour aller un week-end à Deauville. Donc et c'est compliqué de trouver vraiment le bon... Alors c'est compliqué et regardez, on va regarder une archive qui date de 73, après le premier choc pétrolier, et déjà on cherchait comment... appliquer peut-être la sobriété, c'est le président français Georges Pompidou. Comment réagir face à la flambée du prix du pétrole ? Il est certain que si la pénurie de pétrole devait se prolonger pendant des mois et des années, eh bien tous les pays finiraient par en subir les conséquences, directes ou indirectes. Et que par conséquent, le devoir du gouvernement est de se préparer à prendre, le cas échéant, des mesures sérieuses, des mesures graves. Mais avant d'en arriver à ce type de mesures, je fais appel, et nous faisons appel avant tout, à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Mais Makarov, à l'époque, il n'y a aucune idée de changement de modèle. On se le pose aujourd'hui, mais encore une fois à tâtons. On se le pose. Il y a déjà une crise en 2022, une crise énergétique majeure suite à la guerre l'invasion en Ukraine, aussi, absolument, qui a été un moment où le politique a plutôt cherché à passer l'hiver. Donc la sobriété à nouveau. Exactement, on passait l'hiver 2022-2023. Aujourd'hui, on a une nouvelle crise énergétique, seulement 4 ans après. Et là, le politique commence à se poser la question, comment est-ce qu'on change durablement notre mix énergétique pour pouvoir se séparer de ces dépendances aux pétrostates que sont le Moyen-Orient, les États-Unis, la Russie. Les pétromonarchies pour traduire. Exactement. Et c'est là où l'électrification est véritablement l'unique stratégie dont nous disposons pour nous affranchir du pétrole et du gaz, mais aussi de mettre à l'abri les Français les plus modestes, finalement, de la volatilité de ces énergies. Parce que le prix du pétrole et du gaz n'est pas fixé en France. Il est avant tout fixé sur les marchés internationaux, ce qui veut dire que le jour où vous avez un choc géopolitique, du jour au lendemain, vos factures énergétiques et à la pompe à essence explosent. Et c'est le cas depuis un mois. Et c'est le cas depuis un mois. Donc la véritable stratégie pour mettre à l'abri les Français, c'est avant tout d'électrifier et les véhicules, le chauffage et l'industrie. Yann de Bresse, pourquoi ce serait un déclic maintenant avec cette crise plutôt qu'à 4 ans ? Qu'est-ce qui a changé Ça paraît aussi peut-être conjoncturel, cette guerre pour s'arrêter. Oui, je crains que ça ne suffise pas, mais moi, je suis quand même étonnée avec tous les rapports du GIEC, les uns après les autres. Vous en avez parlé avec votre précédent invité, qui disent il faut faire vite, très vite, sinon on sera dans une planète inhabitable. Quand on voit déjà les conséquences aujourd'hui sur la biodiversité, sur l'état de nos forêts, des sols,
on a l'impression qu'il n'y a toujours pas eu le déclic et on continue effectivement avec des réactions à la petite semaine alors qu'on sait, c'est massif ce qu'il faut faire. C'est vraiment, il faut complètement revoir nos modes de production, nos modes de consommation. Je prends l'exemple du transport. Oui, bien sûr, il faut absolument sortir des véhicules thermiques, ça ne fait pas de doute, mais il faut aussi réduire la taille de nos véhicules et surtout il faut développer les transports en commun. Or, encore aujourd'hui, l'avion coûte moins cher que le train, par exemple. On n'investit pas du tout assez dans le train. Sur l'isolation, on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait, etc. On va y venir, mais on va déjà se concentrer sur la mobilité électrique, comme on dit, donc les voitures électriques. Et on en parle avec vous, Anna, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Les ventes de voitures électriques explosent. Oui. Enfin, en tout cas, repartent à la en hausse. Oui, on ne donnait plus forcément très cher de la voiture électrique depuis le recul de l'Union européenne en décembre sur la fin des voitures thermiques en 2035. Et pourtant, ce mois de mars, les ventes de véhicules électriques ont atteint des records. Plus de 49 000 immatriculations neuves, c'est plus de 69% par rapport à mars 2025. Alors, plusieurs raisons expliquent ce regain d'intérêt. La première, la hausse des prix du carburant. Faire le choix de l'électrique aujourd'hui, c'est gagner en pouvoir d'achat. Une étude de l'ONG Transport et Environnement montre qu'en période de crise, un plein d'essence revient en moyenne à 142 € par mois, contre 65 € pour un plein d'électricité. Et sur un an, ça fait quand même plus de 900 € de différence. Ça n'est pas rien. Et puis, la deuxième raison qui pousse les Français à se tourner vers l'électrique, c'est le cumul des aides publiques. La prime coup de pouce, qui est venue remplacer le bonus écologique, peut atteindre 5 700 € pour les ménages les plus précaires, à laquelle on peut désormais ajouter un bonus entre 1 200 et 2 000 € si les batteries de ce véhicule sont fabriquées en Europe. Et puis, du côté des constructeurs, eux, ils ont saisi l'enjeu de proposer des voitures citadines qui coûtent moins cher pour pouvoir continuer à vendre. La Renault Twingo E-Tech en est l'exemple parfait. Elle arrive en France ce mois-ci. Elle coûte moins de 20 000 € avant aide et elle est déjà sacrée voiture électrique la moins chère de France. Anne de Guigné, Sébastien Lecornu a demandé justement des réflexions, des mesures d'urgence. Est-ce que l'électrification du parc automobile, ça viendra uniquement grâce à davantage d'aides publiques ? Non, pas uniquement. Enfin, vous en avez largement parlé. Il y a aussi évidemment une impulsion du côté des constructeurs. Évidemment, le nouveau modèle de Renault répond en partie à la question. Donc il y avait une question d'offre et de demande. Et jusqu'à présent, il y avait un peu un problème des deux côtés. En tout cas, du côté des constructeurs français. Après, ceux qui ont des voitures électriques, on entend un peu moins, mais c'était quand même un des grands moments des dîners de raconter ses galères entre ses prises et à quel point on s'est trouvé perdu dans telle de recharge et à quel point c'était compliqué. Donc il y a quand même, de tous côtés, il y a quand même eu des faiblesses. Les constructeurs ont raté parfois le coche. L'État aussi a vraiment manqué de déploiement par les recharges, les bornes électriques. Neil Makarov, il y a aussi une initiative prise par le gouvernement, aider les infirmières qui sillonnent la France des centaines de kilomètres par jour ou par semaine à louer des voitures électriques. Absolument. Avec des aides. Absolument. Et c'est une façon de rendre le véhicule électrique beaucoup plus populaire et accessible pour les ménages des classes moyennes, basses et populaires, mais aussi pour les professionnels. Parce que, évidemment, on l'a vu, les avantages du véhicule électrique sont nets en termes de pouvoir d'achat. Sur un an, avec les prix actuels à la pompe, on peut économiser près de 1 000 €. Donc c'est un avantage qui est net, surtout pour des professionnels qui roulent beaucoup, les infirmières, les aides de vie, il y a également les artisans. Et là, le gouvernement veut élargir le leasing social, notamment aux camionnettes, aux fourgonnettes, pour aider les artisans à électrifier. Et ce sont des excellentes mesures, d'autant plus qu'en France, contrairement à 2022, maintenant nous avons des usines de véhicules électriques sur le territoire français. Nous avons aussi des usines de batteries électriques et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on remplisse leur carnet de commandes. Donc on peut, avec un plan d'électrification ambitieux, à la fois aider les ménages à sortir du pétrole, mais aussi réindustrialiser une partie de l'économie française grâce aux véhicules électriques. Donc ça peut être gagnant-gagnant. Oui, mais en même temps, Anne de Bréjas, il y a une contradiction. L'Europe vient d'annoncer qu'on a renoncé au 100% électrique en 2035. Donc on écoute ça et on se dit, finalement, voilà ce qu'on nous a dit, des plus d'actualité, mais quand même acheter de l'électrique. Alors on ne sait plus trop où on est. Non, mais cette décision de reporter la fin de vente des véhicules thermiques, alors qu'on sait qu'il va falloir en sortir et très vite. Si on continue à vendre des véhicules électriques, c'est une aberration. Et effectivement, on peut se réjouir de ces mesures, mais c'est vraiment... Ces mesures sont pionnières par rapport à une Europe qui recule ? Oui, on peut dire ça. Elles sont pionnières. Oui, je pense qu'on peut dire ça, mais elles sont quand même en retard. Je veux dire, ça fait quand même longtemps qu'on dit à nouveau, les scénarios d'électrification, ils existent maintenant depuis plusieurs années. On sait qu'il faut aller très vite, et pour l'instant, on stagne. L'électrification
la consommation d'électricité ne décolle pas parce que l'électrification des usages n'est pas là. Et une des causes, enfin il y a plein de causes, c'est que les investissements ne sont pas faits. Encore une fois, je parlais du transport public, par exemple, ou de l'isolation des bâtiments. Mais on a un prix, ce qui est fou, c'est qu'on a un prix de l'électricité encore aujourd'hui qui dépend beaucoup du prix du gaz. Alors, on est temporairement protégé par le fait qu'on est en surproduction et que nos interconnexions avec nos voisins sont saturées, mais si la situation redevient normale, on est toujours, après cette crise qu'on a eue en 2022-2024, dans une situation aberrante qui ne donne pas la visibilité pour investir. Anne de Guigné, il faut aussi électrifier les logements avec peut-être des pompes à chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut généraliser à l'ensemble du pays. Oui, mais ça fait partie du plan électrification du gouvernement, du gouvernement qui va être accéléré. Et les pompes à chaleur, notamment pour les logements collectifs, les logements sociaux. Il y a tout un plan qui est... Mais évidemment, vous voyez bien que c'est plus compliqué. Il y a encore beaucoup de gaz en France pour les logements, dans les logements, pour le chauffage, pour l'eau chaude. Et donc ça, ce sont beaucoup d'investissements. Donc évidemment, on sait qu'il faut le faire. D'autant que MaPrimeRénov' a été fortement diminuée, on le sait, ces dernières années. Voilà, mais en partie pour des bonnes raisons. Donc là, il y a des investissements à faire. Et le problème, on le sait tous, c'est que la France n'est quand même pas dans un état budgétaire très tendu. Mais en soi, évidemment, oui, il faut... les grands sujets, c'est les entreprises qui doivent s'électrifier, le logement, le transport, on le sait depuis des années. Mais si on veut plus d'électricité, il faut en produire davantage. Et le gouvernement mise sur les énergies renouvelables. En tout cas, c'est ce que dit la ministre déléguée chargée de l'énergie. Écoutez, c'était ce matin même. C'est un grand honneur pour moi de vous annoncer la relance des appels d'offres pour les énergies renouvelables électriques pour intégrer de manière plus forte la filière photovoltaïque dans l'industrie française. Concernant l'éolien terrestre maintenant, le développement de cette filière doit se faire en privilégiant le renouvellement des parcs existants. Cela nous permettra de consolider notre industrie sur l'éolien posé, mais également de devenir leader sur l'industrie de l'éolien flottant. Neil Makarov, alors là, on ne comprend pas non plus, parce que début février, dans sa feuille de route énergétique, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, semblait revenir sur les engagements de la France sur les énergies renouvelables. Donc c'est quoi, là? C'est de la com ou réellement on va accélérer? On ne peut pas électrifier si on ne produit pas plus d'électricité, notamment sur le court terme. Alors on a une surcapacité en ce moment, mais d'ici à 2030-2035, on va devoir avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Et l'éolien est notamment une solution comme le solaire. L'éolien en mer est un gisement avec un potentiel énorme en France. On a beaucoup d'entreprises qui assemblent des éoliennes au Havre, à Cherbourg, à Fos-sur-Mer maintenant. Donc c'est vraiment un secteur des fleurons industriels français. Et donc à un moment donné, ramener un peu de cohérence quelque part dans ce plan énergétique français en ayant le parc nucléaire existant, mais aussi les énergies renouvelables, c'est vraiment un levier nécessaire pour électrifier rapidement notre économie. Anne de Bresson, en même temps, là aussi on se dit c'est le nucléaire qui pourrait nous permettre d'avoir davantage d'électricité et beaucoup plus rapidement que les énergies renouvelables qu'on ne sait pas stocker encore aujourd'hui quand elles produisent de l'électricité? Non, mais il y a des scénarios 100% renouvelables qui tiennent la route d'un point de vue. Donc on a un choix. On a un choix entre nucléaire et 100% renouvelable. On a plutôt fait le choix du nucléaire. Mais le problème, c'est qu'on est toujours en train de se dire, effectivement, la France n'a pas d'argent pour investir. Or, tous les investissements sont toujours rentables sur la durée. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que le coût de l'inaction climatique est infiniment supérieur au coût. Le Bilal, là, qui est un économiste qui a eu le prix des jeunes économistes, dit on sous-estime complètement le coût de l'inaction climatique. Et on sait que plus on attend, plus ça sera cher. Donc il faut vraiment se mettre dans une perspective d'investissement à long terme qui, en fait, pour la plupart, doit être publique parce que le privé n'a pas cette visibilité sur le long terme et ne pas renvoyer à chaque personne la responsabilité de faire des gestes, ça suffira pas. De Guigné, l'objectif, c'est de faire passer de 60% à 40% d'ici à 2030 la dépendance aux énergies fossiles importées. C'est énorme. C'est jouable quand même s'il y a une mobilisation comme celle à laquelle on assiste visiblement là, peut-être conjoncturellement, mais tout de même. On est un peu dans... C'est énorme. Et puis il y a beaucoup d'inconnus technologiques. En effet, le stockage... EDF a fait beaucoup de promesses. Moi, je crois beaucoup au nucléaire, mais EDF a quand même eu aussi des soucis ces derniers temps. Donc, espérons que ça va bien aller. Là, il y a des nouveaux réacteurs qui sont annoncés. Plus de 70 milliards d'investissements. Donc, c'est pas que de la com, parce que vous disiez justement, c'est de la com. Qu'est-ce que vous trouvez la com, c'était pour dire... de pas forcément probant dans ce qui est annoncé? Non. C'est que la plupart des annonces d'électrification étaient déjà là. Et déjà là. Moi, je trouve que c'est habile de la part de Sébastien Lecornu, qui est sous tension à l'Assemblée. Tout le monde lui demande de limiter les prix à la pompe. Et moi, je trouve qu'il a raison de dire, attendez, le sujet, c'est l'électrification. Le sujet, c'est le long terme. Et voilà, c'est de la com. Et je dis de la com dans le sens où la politique, c'est beaucoup de com. Et ça, il a raison pour moi. Neil Makarov, et à l'échelle européenne?
À l'échelle européenne aussi, on réfléchit à l'électrification. Il y a un plan d'électrification européen qui sera proposé à partir du mois de mai. Donc peut-être que le plan d'électrification français sera une bonne inspiration pour la Commission européenne. En tout cas, la France est le premier pays à dégainer sur l'électrification à l'échelle européenne. Il y a un certain nombre de pays qui sont plus avancés que la France, par exemple la Suède dans le secteur du bâtiment ou par exemple l'Estonie dans le secteur de l'industrie. Mais malgré tout, c'est la première fois qu'on a un plan un peu plus cohérent à l'échelle nationale et ça peut faire un précédent à l'échelle européenne, donc plutôt une bonne nouvelle. Et Anne Bréjas, ça nous coûtera moins cher quand même à nous consommateurs ou pas globalement aux Européens si on fait plus d'électricité? Ça nous coûtera moins cher à condition de revenir sur ce prix de marché de l'électricité qui est complètement déconnecté de ce que ça nous coûte. Aujourd'hui, on l'a connu pendant la crise, les prix ont explosé alors que les coûts n'avaient pas du tout augmenté. Comment vous expliquez? Pourquoi? Parce qu'on a un prix de marché, parce qu'on a voulu mettre en concurrence une électricité qui s'y prête absolument pas. Et donc le prix de marché reflète le coût de fonctionnement de la centrale la plus chère sur le réseau à chaque instant. En général, c'est une centrale à gaz. Qu'est-ce que ça lui coûte? Le gaz qu'elle met dedans. Donc alors qu'on est décarboné à 95%, on a un prix d'électricité qui est à peu près les 3/4 du temps, alors sauf en ce moment à cause des problèmes de surcapacité, de surproduction, mais qui, dit RTE, environ 75% du temps dépend du gaz. Et qui est très volatile, qu'on n'arrive pas à prévoir. Et tous les industriels disent on ne peut pas électrifier nos usages si on n'a pas de visibilité sur ces prix d'électricité. Le long terme. On se tire une balle dans le pied, vraiment. On revient sans exactement. arrêt, ça a une vision à long terme nécessaire. Et la stabilité. Bon, en tout cas, c'est fini, le débat pour ce soir, là, voilà, à court terme. Mais merci de nous avoir éclairés, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, sur ces problématiques d'électrification. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Un incendie a partiellement détruit le casino d'Évian-les-Bains qui venait d'être rénové. L'incendie a eu lieu il y a 2 nuits. Et Riri à Épinal, c'est une énigme. Que venait faire la chanteuse, la vedette américaine Rihanna dans les Vosges il y a 10 jours? Mais d'abord, le mot vedette du jour. Alors, avec l'accent, pause fraîcheur. Une pause qui va s'imposer sur les terrains de foot pour supporter les fortes chaleurs dans le cadre de la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est entendu. Le cooling break, la pause fraîcheur. Cette pause fraîcheur est obligatoire. Une pause fraîcheur à chaque mi-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pause fraîcheur, du grec ancien paosis, interruption, et du latin friscum, frais, désigne un arrêt de jeu de 3 minutes au milieu de chaque mi-temps d'un match de foot en cas de forte chaleur. Le 26 mars, lors d'un match amical Brésil-France, l'arbitre a sifflé 2 pauses fraîcheur alors qu'il faisait 18 degrés, escagassant prodigieusement le coach français. Le seul Français à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme sélectionneur a émis un avis tranché sur la nouvelle mesure de la FIFA. Ça change le football d'avoir ces 3 minutes, ça casse tout. Et pourtant, ces cooling breaks seront instaurés lors de la prochaine Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. La FIFA avait imaginé cette coupure en 2014 comme un petit temps mort de confort quand le thermomètre dépassait les 30 degrés avec un taux d'humidité élevé. En version 2026, la pause fraîcheur ne sera plus facultative et viendra redessiner la chronographie des matchs en 4 quarts-temps de 22 minutes 30, entrecoupés d'encore plus de pubs. Sous l'ère de son patron suisse au réalisme célèbre, proximité avec des pétrotyrannies, présence dans les Panama Papers, appel à lever la suspension sportive de la Russie, prix de la paix décerné à Trump, affairisme débridé, la FIFA américanise le foot. Aux States, un match de NFL en 4 quarts-temps dure 208 minutes pour 8% de temps de jeu effectif. La Coupe du Monde 2026 sera la plus lucrative de l'histoire. 10 milliards d'euros de revenus envisagés, dont 4 de droits télé. Le diffuseur français, Scoop, ça n'est pas Arte, va facturer le spot de 20 secondes, 105 000 euros pour un 8e de finale sans la France et 425 000 euros pour une finale avec les Bleus. Une sacrée pause fraîche pour Monsieur Infantino, un sacré FIFA papa. Grandiose, on touche le sommet. FIFA papa, bravo Holt. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, on vous retrouve, quelle joie. Alors tout juste rénové, ce malheureux casino d'Évian-les-Bains a été partiellement détruit par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. Xavier, les pompiers ont réussi à sauver la coupole que vous aimez tant. On part à Évian. Direction Évian-Elisabeth, le 3 juillet 1912, quand a organisé une grande fête pour l'inauguration du nouveau casino d'Évian-les-Bains, après plusieurs années de travaux. C'est une réalisation d'un architecte, Jean-Albert Hébrard, architecte attitré de la Société
Société des eaux minérales d'Évian. Il a déjà réalisé plein de choses. Enfin, l'établissement thermal, la buvette de la source Cachat ou alors encore le Royal Hotel. Et ça y est, Évian dispose d'un magnifique casino pour attirer la bonne société qui a besoin de luxe, de confort pour venir. Alors se divertir dans un casino, vous avez aussi des concerts, vous avez aussi du théâtre pour boire de l'eau, parce que quand même, les gens vont là-bas un petit peu pour ça. Et puis pour dépenser leur argent. Et pour obtenir ce casino, c'est sûr qu'Évian a misé gros. Et c'était pas évident au départ, Xavier ? C'était pas évident, Elisabeth, parce que si à la fin du XVIIIe siècle, vous alliez dans la région pour jouer dans un casino, c'était possible, mais pas à Évian, à 5 km de là, à Amphion. C'était là où se trouvait le casino. Vous alliez enfiler des parties de manière enfiévrée dans un casino, dis donc, un peu rudimentaire. C'est assez coquin, mon vieux. Nous n'étions pas en France à ce moment-là. Nous étions dans le duché de Savoie, attaché au royaume de Sardaigne. Et donc, à Amphion, vous aviez une source thermale et un casino. C'est l'hôtel des Princes aujourd'hui. Ce qui se passait, c'est que les curistes allaient souvent loger à Évian. Et jouaient à quelques Amphion. kilomètres, ils jouaient à Amphion. Mais v'là-t-il pas qu'au début du 19e siècle, une source est découverte à Évian, c'est la source Cachat. Formidable, elle est réputée pour soigner les calculs rénaux. Et la municipalité d'Évian, elle aussi, fait ses calculs. Et elle se dit, mais il nous faut à nous aussi notre beau casino. Alors là, c'est sûr que pactole assuré avec le casino, puisqu'en 1860, la Savoie est rattachée à la France, à un moment où vous avez une passion pour les cures thermales, prônée notamment par Napoléon III, l'empereur, qui va sans arrêt faire ses cures. Lui, il va pas en Amphion, il est plutôt du côté de Vichy. Et c'est à ce moment-là, on est en 1865, quand Évian devient Évian-les-Bains. Et il lui faut son gros casino. Alors, en cette histoire, Évian bénéficie d'un personnage extraordinaire qui est le baron de Blonay, qui dispose d'un gros château à Évian. Mais cet homme-là est maire d'Évian. Mais c'est un homme qui est couvert de dettes personnelles. Et puis, il n'a pas d'héritier. Alors, il décide de donner son château à la municipalité d'Évian, qui le transforme en casino. Et le château est détruit au début du XXe siècle. Et c'est sur ce site-là qu'est construit le nouveau casino, ambiance, art nouveau, avec cette magnifique coupole. Ça y est, Évian a décroché le jackpot. Et enfin, face à Amphion, elle a son casino. Une sublime diarrhée verbale. Pardon. Bon, sans transition, chère Marie, je ne sais pas si je vais pas me liquéfier à la fin. Rihanna a été vue à Épinal, chère Marie, il y a quelques jours. Les habitants du coin en sont devenus fous. Et voilà. Alors, je vous préviens, une fois n'est pas coutume, toute ma chronique va être au conditionnel, parce qu'on est sûr de rien. Et en plus, on a un lendemain de 1er avril, donc la confiance dans les médias est moyenne, voire faible. Mais je vais essayer de vous retracer cette folle histoire de la manière la plus journalistique et sérieuse possible. Le 27 mars dernier, sur Facebook, un jeune spinalien, c'est le nom des habitants d'Épinal, a publié un selfie de lui avec donc à ses côtés juste la chanteuse la plus connue du monde moderne, peut-être à égalité avec Céline Dion si vous insistez. C'est Rihanna donc, qu'il aurait croisé, dit-il, sur le quai de la gare TGV de la préfecture des Vosges. Personne n'y croit. C'est de l'intelligence artificielle. S'écrit-on, ce jeune homme veut faire son intéressant. Démenti catégorique de l'intéressé, un certain Charles Petit, qui jure par ses grands dieux que cette image d'Épinal est authentique. Vosges Matin, le canard local, se penche évidemment sur ce dossier brûlant et fait certifier le selfie à l'aide de, disent-ils, plusieurs outils numériques. Petit coup de fil aussi passé à la SNCF. Réaction, ils trouvent ça complètement invraisemblable qu'une Rihanna prenne le train comme ça sans demander aucun dispositif spécial de sécurité. Mais on continue à fouiller, à chercher et Vosges Matin finit par lâcher la rumeur la plus probable à ce jour. Rihanna ferait dans l'immobilier et lorgnerait donc une villa à 1,2 million, ce qui est une peccadille pour cette milliardaire, dans les hauteurs d'Épinal, avec, vous le voyez, piscine et des faux airs de Californie. C'est fait exprès parce que ça date de fin des années 60. L'architecte est français, mais il s'est inspiré des fameuses case study houses, ces villas des hauteurs de Los Angeles que vous avez déjà vues dans 60 000 films, et qui furent imaginées à la base pour répondre à la crise du logement, d'après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, mais qui sont en fait toujours restés un ghetto de riches. Alors, tout ce que je dis, c'est de la spéculation. Les propriétaires de la villa d'Épinal ont été épuisés. Le seul truc qu'ils ont dit à Vosges Matin, c'est
nous n'avons rien vendu à Rihanna. Voilà, ce qui veut tout dire, c'est peut-être en cours, on n'en sait rien. Le nouveau maire d'Épinal, lui, a avoué qu'il ne savait pas qui était Rihanna avant que des centaines de médias commencent à le harceler. Une seule chose est sûre dans toute cette histoire, c'est la joie sincère des Vosgiens et des Vosgiennes qui ont passé le meilleur 1er avril de leur vie, puisqu'ils ont tous posté sur Facebook des dizaines de Rihanna. Alors on a eu Rihanna prépare sa terrasse en bois des Vosges, on a eu Rihanna a postulé chez les Grognards, vous savez, c'est la fanfare d'Épinal. On l'a prise. Rihanna a fait le plein de bière locale. Elle adore ça. Et même Rihanna, ça m'a touchée. Elle s'est offert un barbecue au Brico Marché. Voilà. Et ça, on en est sûr. C'est complètement faux. C'est l'IA. C'est de l'intelligence artificielle. Les seuls qui n'ont pas publié de photos, ce sont les gendarmes, qui se sont contentés d'un petit rappel à la loi. Et sur Facebook, si vous croisez une icône au feu rouge, lâchez votre smartphone. Un selfie avec Rihanna, c'est 135 € d'amende et 3 points en moins. On garde les yeux sur la route, pas sur les paillettes. Voilà, j'ai hâte que Queen Riri, sont drôles. Voilà, Queen Riri prenne sa première prune en français. Une prune. A prune. A prune. Voilà, merci mes amis, lessivés. À demain à 20h05, c'est le Club avec Renaud Dely. On se retrouve lundi. Tchuss.